Et cette histoire suit la vie d'un gars appelé Takero. Il rêve de devenir un enquêteur sérieux, tout cela pour prendre soin de sa sœur cadette et rembourser la dette que ses parents lui ont laissée. À l'académie des enquêteurs, Takero est toujours la cible de blagues, tout cela parce qu'il n'utilise qu'une épée comme arme. Il s'avère que tout le monde croit que les épées japonaises sont dépassées et n'ont plus d'utilité depuis la Grande Guerre. Pour aggraver encore la situation de Takero, il fait partie d'un groupe de perdants et même si on se moque de lui et que c'est quelque chose de très douloureux, Takero doit l'endurer car il ne fait que suivre son propre rêve. Takero se dirige maintenant vers la salle de réunion de son équipe. Dès qu'il entre, il voit le butin se déguiser en lapin, tandis que la fille nommée Hikaru tient joyeusement un appareil photo, et malheureusement c'est la scène si familière à Takero qu'il se met à pleurer. Lorsqu'elle se sent violée d'être vue, elle court vers lui pour lui donner un coup de pied, elle l'attrape et lui demande pourquoi il pleure, alors que c'est elle qui devrait pleurer pour être vue comme ça. Mais peu importe combien Takero essaie de se défendre. On le traite toujours de pervers, car Karuga dit que s'il vendait ses photos, il pourrait gagner beaucoup d'argent. Après cette petite confusion, les équipes des perdants commencent leur réunion. Il s'avère qu'ils doivent élaborer un bon plan, car cela fait 6 mois qu'ils sont entrés au lycée et le score de leurs équipes est un 0 parfait. Cependant, avec Takero, un utilisateur d'épée comme chef, ils sont incapables d'accomplir aucune tâche. Heureusement alors Karuga se souvient d'un boulot. En gros, un objet magique de cette cote sera échangé illégalement ce soir. S'ils capturent les impliqués, ils gagneront quelques points. C'est à ce moment que le réalisateur les interrompt en disant que les perdants devraient améliorer leurs compétences, bientôt leur réputation, car s'ils étaient des étudiants normaux, ils auraient déjà été expulsés. Alors parce qu'il aime leur équipe, le directeur leur apporte un renfort, qui est une fille appelée Otori. C'est une ancienne enquêtrice officielle, qui pour diverses raisons a dû être transférée en session de lycée. Une autre chose très intéressante chez elle est qu'elle est aussi la fille adoptive du réalisateur. Après la présentation, le réalisateur part pour que tout le monde puisse mieux se connaître, et Takero est très surpris qu'Otori soit là. Il s'avère qu'ils étaient autrefois camarades de classe, mais elle ne se souvient plus qui il est. Ce même jour dans la nuit, les escouades commencent la mission mentionnée par Hikaruga. Leur cible cette fois est une collection d'éléments qui ont été écrits pendant le au début de la guerre de chasse aux sorcières. Takero et Otori s'infiltrent initialement, tandis qu'Osage fournit un soutien à distance, et selon l'observation d'Osage, un seul bureau sur le plateau de Manda a des lumières allumées et 2 personnes sont là. Avec cette information, Takero dit à Otori de faire le tour par l'arrière et d'attendre son signal. Tout le monde reste en position, attendant l'ordre de Takero. Cependant, lorsqu'il entre sur la scène du crime, il tombe sur un petit groupe de gangsters. Il s'avère que Osage regardait le mauvais bâtiment et a donné de fausses informations à Takero, et maintenant il devra faire face à de nombreuses armes. Au début, il pense se mettre à genoux et s'excuser pour faire la paix, mais dès que les gangsters voient qu'il tient une épée, ils se mettent à se moquer bruyamment de lui en disant que le morceau de ferraille qu'il porte à la taille est pas bon pour cette merde. Takero se met très en colère et oublie totalement sa mission pour pouvoir couper ses gars en morceaux. Hikaruga essaie d'aider Takero à se calmer, mais le gars est trop furieux. Un des gangsters lui tire dessus, mais il coupe facilement la balle en 2. Les balles suivantes n'étaient pas non plus un problème pour lui. À ce moment-là, la voix de sa sœur aînée, la nouvelle de Takero, sonne, aidant le salaud à reprendre ses esprits. Il s'avère qu'Hikaruga avait enregistré cette voix au cas où cet homme obsédé par sa sœur perdrait le contrôle. Après avoir entendu la douce voix de sa sœur, Takero veut s'agenouiller et faire à nouveau la paix, mais soudain l'auteur attaque depuis le plafond. Elle tire avec la lame puis renverse chaque personne, une par une, et il n'en reste plus qu'une, lui dit l'auteur. Pour se rendre, et bien sûr le gars ne l'écoute pas, il utilise une magie folle pour amener un robot de combat militaire, et Autor dit qu'elle peut le gérer seule et demande à Takero de se cacher. Et cette bataille finit par être très facile pour elle, car elle avait déjà visé les articulations du robot et l'a facilement désactivé. Elle capture également le contrebandier, et quand Takero court pour vérifier la situation, son pouvoir inné de personnage principal s'active. Et il trébuche et tombe sur l'auteur. C'est à ce moment-là que Takero se déguise en disant qu'il préfère les tabots et que l'auteur l'aide trop. Embarrassé, l'auteur se prépare à éliminer Takero, mais à ce moment-là, Osage est un certain robot désactivé de loin, faisant tomber un morceau de métal sur sa tête, ce qui entraîne à nouveau l'activation de son pouvoir inné, et il tombe de face sur le sol. Le corps de l'auteur une fois de plus, après cette journée traumatisante pour l'auteur, elle a commencé à accomplir ses missions seule, sans avoir besoin de ses coéquipiers inutiles. Et Osage n'était pas contente de cette attitude de travail, mais elle n'avait aucun moyen de répondre à l'auteur lorsqu'elle soulignait les faiblesses de chacun d'eux, et ses défauts sont qu'Osage est terriblement sans but, et elle semble un peu aveugle face à un tireur d'élite. Hikaruga est très doué avec les machines, mais il le personnalise trop, ajoutant même un système de tir automatique à un pistolet 9 mm. Pour aggraver les choses, il y a Takero, qui est le chef d'équipe, mais qui prend toujours des décisions de manière impulsive. Pour cette raison, l'auteur lui a conseillé de renoncer à être chef d'équipe, car s'il continue à diriger l'équipe, ils le feront probablement. Bientôt, après avoir été dure et grossière avec eux tous, elle partit en mission, et Takero fut forcé d'admettre que l'auteur avait raison. N'était pas fait pour être chef d'équipe, mais il a l'intention d'évoluer en tant que leader, et la première étape qu'il souhaite faire en tant que leader est d'organiser une fête de bienvenue pour l'auteur qui vient de rejoindre leur équipe l'après-midi de son retour. De sa mission, ils ont préparé une petite fête pour l'accueillir, mais cela a fait qu'Ingrata n'aimait plus cette équipe. Quand cette foutue chose part, Takero remarque que son bras est blessé, alors il la poursuit. Quand il la trouve, il l'appelle pour parler, mais elle a dit qu'elle ne voulait pas parler et lui a demandé de la laisser tranquille. Dans le cependant, Takero ne peut pas ignorer une fille même s'il était un terrible chef d'équipe, il était toujours un leader pour tout le monde et ne pouvait pas laisser un membre de l'équipe comme ça.
Il s'est avéré que cette nuit-là, ils sont allés ensemble attaquer un petit quartier général du Valhalla, qui est une organisation de sorcières très connue. Les personnes qu'ils ont attaquées étaient les partenaires qui avaient participé au commerce qu'ils avaient attaqué auparavant. Les deux sont entrés dans l'entrepôt et ont maîtrisé 2 hommes, après quoi l'auteur est allé vérifier les caisses, tandis que Takero continuait à attacher les ennemis. Cependant, pendant qu'il faisait cela, il était dans de nombreuses parties de cobayes expérimentaux coupés en morceaux. C'est à ce moment-là que l'auteur revint en s'excusant du retard et courut pour tuer 2 sorcières. Takero se dépêcha et l'arrêta, car si elle tuait des gens, elle perdrait son permis d'enquêteur et perdre son sang-froid maintenant ne ferait que faire plus de victimes. Cependant, l'auteur a révélé que sa famille avait été tuée par une sorcière, qu'on lui avait tout pris. C'est pour cela qu'elle détestait les sorcières et tout ce qui touche à la magie. L'auteur avait juré d'utiliser sa vie pour exterminer les sorcières et c'était aussi la raison pourquoi elle n'a pas coopéré avec les autres. Elle savait qu'il l'empêcherait de se venger. Cependant, Takero ne se souciait pas de ce qui lui était arrivé. Il essayait quand même de l'arrêter, disant qu'il était toujours son coéquipier et leader. La persévérance et la chaleur de Takero calmèrent progressivement l'auteur et le lendemain, le réalisateur appela l'auteur. Son bureau pour parler, il a gentiment demandé à sa fille de coopérer avec les membres de son équipe. Il dit que même si cette équipe ne semble pas si forte, chaque individu a un grand potentiel, mais l'auteur ne se souciait toujours de personne. Elle voulait accomplir ses missions seule, jusqu'à ce que le directeur mentionne qu'une équipe est candidate pour devenir mangeur de reliques et le candidat n'a pas été choisi par l'école. En fait, la relique elle-même envisage de faire d'une certaine personne son partenaire. En entendant cela, l'auteur a dit qu'elle y réfléchirait et est partie. Dès que l'auteur est sorti de nulle part, une fille aux cheveux violets est apparue et le réalisateur l'a appelée Crayon. Il lui a demandé si elle avait déjà trouvé un gars convenable pour conclure un contrat et elle lui a répondu sincèrement en disant que si tu veux, oui mon frère. Et en revenant à l'équipe de l'échec, on voit que Saga est très coincée pour avoir réussi toucher une cible. Et son prochain plan, elle veut le montrer à l'auteur pour que la fille puisse voir à quel point elle est capable. Et c'est juste à ce moment-là que l'auteur est arrivé. Elle est venue ici après avoir entendu la raison pour laquelle le Takero est devenu enquêteur, qu'il était de payer pour un acte, ce qui lui a fait encore moins accepter le Takero comme chef d'équipe. Mais cette fois Karuga a décidé de s'impliquer dans le désordre, disant que l'auteur n'est pas meilleur que n'importe qui d'autre là-bas, car elle avait son propre enquêteur. Permis révoqué, et ses erreurs sont si fréquentes qu'elle a été qualifiée de calamité, car l'auteur tuait toujours les criminels, même sans ordre, laissant de nombreuses mares de sang. Chaque fois qu'elle partait en mission, l'auteur n'avait aucun moyen de réfuter une telle vérité et partait. À la fin elle finissait par aller au cimetière pour visiter la tombe de sa famille et le Takero finissait par la suivre. Il s'avère qu'il voulait en savoir plus sur ce qui était arrivé à l'auteur, et l'auteur se souvient encore très bien de ce jour, il y a 9 ans, où une fille avec un couteau a attaqué ses parents. À cette époque même sa sœur cadette ne pouvait pas échapper à ce destin, et l'auteur a fini par enregistrer cela dans sa tête, jurant pour toujours de tuer toutes les sorcières. En fin de compte, cela a fini par devenir sa seule raison de vivre, alors quand elle affronte des criminels, son sang bout et elle finit par tuer, et à la fin elle a justifié son erreur en appelant cela justice. À ce stade de sa vie, elle révèle qu'il a déjà renoncé à son humanité pour se venger, et elle pensait que le fait que le Taker veuille devenir son coéquipier ne ferait que gêner. Lorsque le Taker formait les mots dans son esprit pour répondre en utilisant le discours de son célèbre héros, une explosion a fini par se produire dans la ville. Il s'avère que quelqu'un avait invoqué un robot, et son maître lui a confié la mission d'attaquer une certaine académie où les sorcières étaient considérées comme pécheresses et emprisonnées, donnant au robot l'objectif de libérer les sorcières. L'auteur n'a pas perdu de temps et s'est séparé du Takero à nouveau pour s'occuper de tout seul. Il était visiblement très inquiet et est allé la chercher. Et pendant qu'il cherchait cette fille d'avant, la fille avec le crayon est passée à côté de lui soudainement, et avant qu'il puisse comprendre la situation, le Takero a reçu une notification du directeur. Le directeur l'a informé que le robot invoqué était un ancien héros avec un nom compliqué que les auteurs d'animes, de magie et d'école adorent utiliser, un foutu robot. Il n'y avait aucune direction vers l'endroit où les sorcières étaient piégées, et sans pouvoir rassembler ses forces à temps, le réalisateur a demandé l'aide de tous les étudiants, et il a terminé son appel par la phrase suivante: il est temps de brûler les sorcières. Après avoir entendu l'annonce, le Takero a demandé au SAG puis au Karuga de ne pas participer au combat et de se rendre dans un endroit sûr, tandis qu'il continuait à chercher l'agresseur. Il savait qu'elle était furieuse à la recherche des sorcières, désireuse de commettre un léger acte de vengeance. Alors qu'il continuait à chercher l'agresseur, la fille était déjà devant ce robot, et ses balles ne pouvaient pas l'atteindre à cause d'une barrière, et lorsque l'agresseur a essayé de viser son point faible, elle a été saisie et jetée, et refusant de mourir. L'auteur a invoqué une autre paire d'armes pour continuer à se battre. Ces armes avaient également une âme et communiquaient avec l'auteur et guérissaient ses blessures, et les personnes qui ont une relique comme celle-ci dans cet anime sont appelées dévoreurs de reliques. Elle a utilisé les balles perçant des trous de son pistolet pour attaquer, et cette fois la balle a réussi à pénétrer facilement la barrière, mais elle n'était pas assez puissante pour la faire tomber, car l'armure était fabriquée à partir des pantoufles de chaque mère, qui en plus de fournir une grande attaque, un haut niveau d'éducation, a également une défense et une régénération incroyable. En réponse à une telle puissance, l'auteur a décidé de passer au 3e étage de l'arme pour attaquer, mais comme elle et son arme toujours impossible qu'ils aient fait un pacte, elle était obligée de donner son sang comme énergie, faisant référence à Kill la Kill. Cette fois, elle a lancé une attaque puissante et efficace, mais alors qu'elle était sur le point d'abattre le robot, le propriétaire de l'arme s'est souvenu d'elle. Dès que le robot a récupéré, il a giflé l'auteur, la faisant voler,
et lorsque l'auteur a été sur le point de rencontrer ses parents, le Taquero est arrivé pour l'aider et cette fois les deux épées du menton se faisaient face. Malheureusement, les coups de l'attaquant n'ont même pas pu rayer le robot, puis Karuga a analysé que l'épée que le robot brandissait avait la capacité de tirer un coup, mais le robot aurait besoin d'un certain temps pour recharger le coup suivant, donc si le Taquero a réussi au bon moment, il aurait même une chance, et comprenant la situation, le Taquero est entré dans la bataille. Dès que le robot a fini de tirer, Blood a immédiatement tiré 2 coups de feu qui ont transpercé la femme de loin, déstabilisant complètement le robot, et profitant de l'occasion que le Taquero a couru pour tuer, instantanément le robot a utilisé une explosion pour faire exploser tout autour. Le pauvre l'homme du Taquero a été pris dans cette explosion et a été mortellement blessé. Le gars a commencé à mourir, mais à ce moment-là, la dame au crayon est apparue, elle a révélé qu'elle l'avait choisi comme pacte auparavant, mais avant de lui accorder le pouvoir, elle voulait confirmer certaines choses avec lui. D'abord elle lui a demandé s'il était prêt à le faire. A ouvert la main de sa partie humaine pour réaliser son souhait, et le Taquero a accepté sans hésitation, affirmant que l'humanité se rétablit en nourrissant les mendiants tout en réalisant des vidéos pour TikTok. Ou bien il peut acheter un peu d'humanité plus tard. Tout le RPG a ce schéma. Après avoir entendu les sages réponses au crayon, il conclut son pacte avec le gars. À ce moment précis, ses blessures ont été rapidement guéries et elle lui a également fourni une armure de combat pour qu'il puisse retourner sur le champ de bataille. Il s'avère qu'elle a le pouvoir de donner du pouvoir à ceux qu'elle croit être un personnage principal de l'anime. Et ce pouvoir ne peut être utilisé que par de grands enquêteurs. Mais elle a jeté un œil au scénario de cet anime et a découvert que c'était le meilleur couple pour développer une intrigue. En plus qu'elle ne s'intéresse qu'aux personnes qui utilisent des armes blanches, il y a encore plus à expliquer, mais elle promet de expliquer tout plus tard, car ce qui compte maintenant c'est que le Taquero se bat en utilisant le pouvoir qui lui a été emprunté, alors il avance. Cette fois, il n'avait pas besoin d'esquiver, il lui suffisait d'avancer et de couper directement les balles. La puissance des deux côtés était désormais égale, et il vola des plans pour abuser d'une autre explosion, mais il expliqua au crayon que le Taquero pouvait aussi utiliser une sorte d'explosion, et son explosion était une contre-attaque absolue, absorbant le pouvoir de l'ennemi dans l'épée et le lui rendant, le pouvoir qui ne sera utilisé qu'à ce moment-là. Après cela, il n'est plus jamais montré dans l'anime, l'auteur a dû oublier, au moment où le monstre a lancé son attaque, le Taquero a concentré le pouvoir sur l'épée, la faisant briller, et a donné son dernier coup pour vaincre l'ennemi. L'invocateur de la machine fille de ce Pico a été satisfait du résultat et est parti, après quoi le Taquero s'est assis pour parler à l'auteur. Il pouvait lui jeter au visage qu'il avait vaincu la créature, mais il a décidé de lui conseiller de ne pas se venger, lui disant de faire confiance à ses coéquipiers, même s'ils sont une bande de perdants. Il regarde l'auteur et promet de porter la moitié de son fardeau, la retenant chaque fois qu'elle veut tuer une sorcière. Après avoir dit qu'il dit plus, tombant sur les genoux de l'auteur, et dans le bureau du directeur, un enquêteur avait capturé une sorcière. Il pensait être complice du récent incident avec la sorcière, mais ses souvenirs ont été effacés pour empêcher l'extraction d'informations. Le directeur a vite pensé que ses complices pourraient apparaître pour la sauver ou l'éliminer, alors il a emmené la sorcière à son académie. Le lendemain, le directeur a appelé l'équipe des perdants pour la féliciter et tout expliquer. En gros, les autres reliques avaient déjà choisi leur nouvelle propriétaire, et seul le crayon n'avait pas de ton, et elle a attendu si longtemps parce qu'elle voulait quelqu'un avec d'excellentes compétences au corps à corps, et que quelqu'un était le Taquero. Cependant le réalisateur a informé le Taquero qu'être la partenaire du crayon n'a qu'un seul inconvénient, c'est qu'elle aime vraiment utiliser cette forme humaine, et comme elle semble sortir de nulle part, certaines personnes pourraient finir par se retrouver à Upper. Alors pour ne pas créer de confusion avec les autres étudiants, le directeur a décidé de l'inscrire comme une fille qui fréquente la classe du Taquero. Il y a même fait de faux documents, ce qui lui a valu d'être légalement reconnue comme la sœur du Taquero. De plus, il a appelé toute l'équipe ici non seulement pour les féliciter d'avoir géré l'incident du robot, mais aussi pour assigner une autre mission spéciale à cette équipe. Après avoir dit qu'il avait appelé une fille, elle s'appelle Marie, et le directeur a expliqué qu'il venait d'inventer un nouveau système expérimental qui permet aux sorcières de s'inscrire à l'école et de rejoindre un institut de recherche. En d'autres termes, Marie a été la première sorcière à s'inscrire dans l'école de chasse aux sorcières, et pour éviter des incidents inutiles, le directeur voulait que leur équipe protège Marie, et bien sûr l'auteur n'a pas du tout aimé cette idée, et donc quand ils sont arrivés dehors, Marie avait envie de marcher un peu seule pour avoir un peu de paix et de tranquillité. Personne n'y voyait de problème, après tout, elle portait un collier tracker, et si elle utilisait la magie, elle exploserait littéralement. Cependant l'auteur a insisté pour que Marie rapporte en détail chaque endroit où elle allait et tout ce qu'elle faisait. Évidemment Marie ne l'a pas fait. Je ne suis pas d'accord, et les deux ont commencé à aboyer l'un contre l'autre. Les jours suivants n'ont pas été meilleurs, car les deux ont continué à aboyer constamment l'un contre l'autre. Même pendant le déjeuner, ils ont aboyé. La situation était si mauvaise qu'ils se disputaient même un morceau de gâteau, et lorsque le chauffeur a essayé d'intervenir, ils ont fini par le frapper, après quoi Marie a acheté une boisson fraîche pour le chauffeur, afin qu'il puisse la mettre sur le dessus du table sa blessure, et il a fini par s'excuser pour le comportement agressif de l'auteur, mais Marie pensait que tout cela était normal. Après tout, les enquêteurs étaient des ennemis naturels des sorcières. Cependant, le chauffeur a dit qu'il ne considérait pas Marie comme une ennemie, il pensait que si Marie voulait être enquêteuse, elle serait une simple coéquipière. D'ailleurs, après avoir observé Marie un peu, il a pu voir qu'elle est une très bonne personne. Un autre fait très intéressant est qu'il aime les filles hétérosexuelles, et il révèle à Marie qu'il n'a pas rejoint l'académie simplement parce qu'il détestait les sorcières. Ses problèmes sont de prendre soin de sa sœur et de rompre
rembourser ses dettes. Marie a dit qu'elle voulait devenir enquêteuse parce qu'elle voulait montrer aux gens que la magie n'est pas aussi dangereuse que tout le monde le pense. Elle voulait changer la perception du monde et montrer que toute la magie n'est pas dangereuse, mais la magie est utilisée pour satisfaire les désirs. Mais il s'avère qu'il y a des gens qui ont de très mauvais désirs. Elle a révélé que la magie peut aussi être utilisée pour sauver les gens. Elle voulait donc faire beaucoup de bonnes choses pour prouver qu'elle n'est pas méchante. Et après avoir dit tout cela, la relation entre tout le monde finit par s'améliorer beaucoup. Revenant à l'invocateur d'avant, maintenant nous savons que Marie a coopéré avec lui pour invoquer le robot, mais elle a exigé qu'il ne tue pas d'innocents, mais le gars n'a pas écouté sa demande. Lorsque les enquêteurs l'ont poursuivi, il les a tués sans hésitation, et avant que Marie puisse se rendre compte de la situation, il a effacé ses souvenirs et est parti, ce qui a provoqué son arrestation. Après tout, il ne voulait pas tuer Marie immédiatement, il voulait aussi pour la torturer mentalement. Dans la salle de police, l'auteur et Marie se sont à nouveau disputés, le chauffeur ayant dû intervenir, et l'auteur a été surpris lorsque le chauffeur a appelé Marie par son nom et s'est rendu compte qu'elle se sentait mal à l'aise à ce sujet. Marie s'est rapprochée encore plus du taquero, tout cela pour provoquer l'auteur, et cela a beaucoup fonctionné. À ce moment-là, SAG s'est prononcé en disant qu'il y avait un autre problème dont il devrait s'inquiéter, qui est la honte du tournoi indépendant à l'académie. Sur le tableau d'affichage, le taquero a retrouvé son ancien coéquipier, mais il n'aimait pas voir l'équipe du taquero apparaître sur le tableau de compétition. Il a dit que l'équipe du taquero affronterait son équipe au deuxième tour, mais cela semblait peu probable, car il ne pensait pas que l'équipe du taquero avait assez de force pour passer les qualifications. Le taquero s'en fichait et est rentré chez lui. À la porte de l'académie, Marie l'attendait, car elle avait décidé de prendre le temps avec le chauffeur pour se protéger, et bien sûr l'auteur suivrait. Après tout, le pouvoir caché du chauffeur le fait s'impliquer dans cette situation. Et dans le quartier de la maison du taquero, pour une raison quelconque, l'endroit était dans une classe effrayante, avec de nombreux corbeaux autour, laissant l'auteur très effrayé. Quand ils atteignirent la porte de la salle du conducteur, il donna la clé à Marie pour qu'elle entre en premier, pendant qu'il allait faire l'épicerie, mais le mari voulait l'accompagner, mais l'auteur allait l'en empêcher, car elle avait très peur des fantômes. Dehors, d'autres enquêteurs la suivaient, tous pour voir si ce fugitif du monde faisait un quelconque mouvement. La nuit, lorsque le chauffeur revint avec les achats, Marie avait déjà fini de prendre une douche et le pouvoir du chauffeur s'activa à nouveau. Et il a accidentellement vu que c'était une planche à repasser parfaite, la puissance du fer était trop forte, ce qui a fait trébucher l'auteur en sortant de la salle de bain, en tombant sur Marie, et les deux se sont retrouvés dans des ennuis au-dessus de lui. La puissance du scénario ici est incroyable. Le lendemain, le tournoi a commencé et l'équipe du taquero a fait face à de nombreuses difficultés. Après que tous les membres de son équipe ne se coordonnent pas bien, le taquero ne pouvait qu'attendre les ouvertures de l'ennemi pour attaquer, mais il était constamment taquiné et traité de terrible épéiste. Puis Karuga voulait aussi que le plaqueur se mette en colère et y mette fin rapidement, et bien qu'il soit très en colère, il ne voulait pas se mettre en colère si facilement. Il voulait que l'auteur dise que comme appât, il est tombé pendant un certain temps, alors le taquer a couru pour se battre. Cependant, comme tout le monde se moquait de lui, Marie n'en pouvait plus et a immédiatement couru pour servir d'appât à le taquer, et cela a fini par être un coup de pouce pour la victoire de l'équipe du taquero, et le MVP du jour a fini par être Marie, et même sans vouloir l'admettre, l'auteur a été obligé de reconnaître le potentiel de Marie. Après cela, tout le monde est allé au stand de nourriture pour célébrer. À ce moment-là, l'auteur est allé au bureau du directeur pour se présenter. Elle a accidentellement lu le dossier de Marie et a découvert qu'elle était liée à Balala et qu'elle avait été arrêtée pour accusation de meurtre. Après avoir obtenu cette information, l'auteur a tout raconté au batelier au sujet de Marie, en disant que le fait que Marie était un meurtrier était indéniable. Quoi qu'il en soit, les deux avaient encore besoin de clarifier certaines choses liées à son arrestation. Il serait donc préférable de parler au-dessus de l'arène. L'équipe d'enquête augmentait les couches de défense autour du tournoi. Le directeur est également arrivé peu de temps après et rapidement le capitaine a demandé parce que le directeur a laissé l'auteur lire entièrement le rapport de Marie. Cependant, le réalisateur a déclaré que ce qui lui importait était de savoir si Balala apparaîtrait ou non. Alors le deuxième tour a commencé et avant que les deux camps puissent se battre, tout à coup, une fille de l'équipe adverse a ressenti une forte douleur au ventre et à partir de là, de nombreux fils noirs sont apparus pour attaquer tout le monde. Du corps de la jeune fille a germé une fleur géante et quand elle a fleuri, le sorcier est réapparu. Il se faisait appeler le commandant de l'armée de Balala et aujourd'hui il est venu ici pour reprendre Marie, mais Marie ne se souvenait même pas de qui il était et bien sûr le taquer a dit qu'il ne le permettrait pas. Il a couru pour le protéger. À ce moment-là, le capitaine lui a ordonné d'ouvrir le feu sur l'homme hanté, qui dans ce cas est le surnom du commandant du Balala. Il a dit à tout le monde de tirer continuellement sur le gars, même s'il se transformait en un morceau de viande hachée. Le réalisateur voulait toujours que le capitaine capture l'être vivant plutôt que de le tuer, mais le capitaine a refusé, disant que s'il ne le faisait pas, s'il tuait, ils allaient mourir. Le sorcier était furieux et utilisa sa magie pour apprendre le taquero, l'auteur et Marie dans un espace sombre. Dehors, le capitaine leur a ordonné de continuer à tirer, mais cela n'a eu aucun effet. Les robots avaient également un défaut et ont commencé à tirer sur leur propre peuple, auquel cas le capitaine a demandé la permission au réalisateur d'utiliser sa relique et le réalisateur a accepté, croyant qu'à l'intérieur du groupe du taquero serait capable de s'occuper du sorcier et apparemment tout allait bien à l'intérieur. À ce moment-là, l'homme sale est apparu, voulant emmener Marie, alors le chauffeur a pris le relais pour que Marie puisse se cacher et sachant que le chauffeur était très fort, le chauffeur a immédiatement enfilé son armure de combat. Le lapis l'a prévenu que c'était le niveau de danger de l'homme hanté, conseillant au conducteur
d'être prudent dans le combat. Le salaud hanté fut surpris par le fait que le chauffeur avait aussi un pacte avec une relique. Il fit alors semblant de s'excuser d'être venu capturer Marie, disant qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres et qu'il espérait que le chauffeur lui pardonnerait cette fois. Le taquero s'en fichait et courut à l'attaque, mais il avait été attiré exactement dans le piège que l'homme hanté avait prévu. Soudain, l'homme hanté a poignardé le tireur au ventre, le blessant grièvement. Lapis, en analysant toute la situation du batelier, l'a informé qu'il était foutu, qu'il allait mourir, et pour aggraver les choses, l'homme hanté s'est également équipé. Avec une armure de combat, du côté de l'auteur, elle a trouvé Zack grièvement blessé à l'œil, puis Karuga est arrivé peu de temps après. À ce moment-là, le directeur a contacté l'agresseur d'un accent grave côté et l'agresseur a rapidement dit qu'il voulait l'accuser et l'arrêter pour cause le crime d'avoir Marie. Il s'avère qu'après avoir lu son accusation dans son bureau, elle a enquêté sur la scène du crime. C'est ainsi qu'elle a trouvé des traces de magie, mais lorsqu'elle a vérifié, elle a découvert que cette magie n'était pas celle de Marie et qu'un sorcier ne peut pas avoir deux attributs différents. Donc l'auteur était sûr que Marie n'était pas une meurtrière. Elle a ensuite accusé son père d'emprisonnement injuste et le réalisateur a négocié cette affaire avec joie avec sa fille. La situation du taquero ne s'améliorait pas et en réalisant que Figo avait aussi une armure de combat, il devint encore plus désespéré, mais ce qui lui faisait le plus mal, c'était le fait qu'il avait perdu un combat à l'épée, ce dont il était très fier. À ce moment-là, l'ombre dit qu'il veut que Marie revienne vers lui, mais Marie refuse car elle est toujours amnésique et ne sait pas qui il est. Puis il brise le sort d'effacement de la mémoire de Marie et elle se souvient de tout, les souvenirs affluent et Marie se souvient avoir été dans un orphelinat qui a rapidement été incendié par le membre de Bavala. Ils l'ont également capturé et c'est alors que le hanté est apparu et a demandé à Marie de coopérer avec lui pour sauver les enfants, mais il n'a pas tenu sa promesse. Marie se souvient de tout, ce qui la rend très désespérée. Maintenant l'homme hanté donne à Marie deux options. D'abord, si elle retourne vers lui, il ne tuera pas le batelier et il lui permettra également de voir les enfants, sinon la mort du batelier sera inévitable. Le taquero se lève et l'expose, révélant que les enfants que Marie est si dure et impolie de sauver ne sont en fait plus en vie. Lui et le taureau ont tout vu de leurs propres yeux. Mais l'homme hanté prouve qu'il ne ment pas quand il appelle les esprits des enfants pour retrouver Marie. Quand il voit la vérité d'aujourd'hui dans ses yeux, Marie crie de désespoir. Son désespoir le rend encore plus excité et le taquero réconforte le mari, disant que si elle voulait se punir, c'est très bien, mais que si elle veut se racheter de toutes ses actions passées, au lieu de se punir, elle devrait consacrer l'utilisation de sa magie à sauver les gens. Et si Sifardo est encore trop gros pour qu'elle puisse le supporter seule, il se lèvera et prendra la moitié de Sifardo pour elle. Cela dit, le taquero s'est rétabli et s'est mis en position de combat contre l'homme hanté. L'homme hanté n'a toujours pas considéré le taquero un véritable adversaire, a commencé à se moquer de lui, alors la recherche se lance dans la bataille. Le hanté utilise rapidement des attaques continues, empêchant le taquero de suivre, et est envoyé au loin. Contre cet ennemi, même la capacité d'accélération cérébrale du taquero n'a aucun effet, et le taquero veut continuer à attaquer, mais quelque chose le bloque. Il analyse soigneusement la situation, et arrive à la conclusion que ce sont les attaques coupantes de l'armure de l'homme hanté et qu'ils peuvent matérialiser de longues coupures. Elle dit que les trajectoires de l'épée sont maintenues à portée d'attaque après la frappe, donc il ne peut à aucun moment s'approcher ainsi. Fais-le comme ça, mon garçon. Le taquero comprend tout, mais je n'ai pas compris, c'était pour rien. Il élabore rapidement un plan d'attaque, raccourcissant et allongeant continuellement son épée pour attaquer l'homme hanté, et cela finit par s'avérer très efficace. À ce moment-là, l'homme hanté se déplace avec quelques cadavres, faisant perdre la concentration au conducteur et l'attaquant, et au moment où le conducteur était sur le point d'être tué, Marie, malgré son collier qui explosera si elle utilise la magie, utilise une attaque contre les hantés, et bien sûr il ne réussit pas, mais elle pense avoir gagné assez de temps pour le taquero, et attend sa propre mort. Cependant son collier n'explose pas. À ce moment-là, l'auteur est arrivé en renfort, révélant qu'elle avait passé un accord avec le réalisateur pour désactiver le collier, donc ils unissent tous les deux leurs forces pour soutenir le taquero dans le combat. L'auteur a couru pour occuper l'homme hanté, donnant à Marie le temps de lancer son attaque magique. Elle le jette au magicien bloquant autour du hanté et tire continuellement avec son arme, et au moment où il se rapproche du hanté, l'affaissement tire continuellement de loin pour le repousser. Cela donne à Marie suffisamment de temps pour lancer son sort, qu'elle lui tire directement. Le gars esquive facilement, mais la cible n'était pas lui, mais le taquero. Il a absorbé toute la magie de Marie pour augmenter sa propre force. J'ai dit que Zé l'utilisait à nouveau. Une fois que cela est fait, les deux camps se mettent en position pour lancer leur coup décisif. Les pointes des deux épées entrent en collision, et le hanté continue croit qu'il est beaucoup plus fort que le taquero, jusqu'à ce que Lapis lance une contre-attaque globale. C'est une capacité unique qu'elle possède. Le taquero absorbe toute la magie de Marie et de l'homme hanté, et lance un dernier coup pour mettre fin à la bataille, et étant maintenant complètement vaincu, le sort osé avec la promesse de faire payer le taquero, et ainsi la bataille s'est finalement terminée. Marie merci lui ensuite le batelier, car grâce à lui elle n'a plus commis d'erreur. Tous les blessés ont été emmenés pour soins, à l'exception de Zag, qui a besoin d'un traitement plus particulier. Après avoir terminé le processus de traitement, Zag a été rappelé pour rencontrer sa mère. Elle a analysé les résultats scolaires de Zag et estime qu'avec ces résultats, elle ne pourra même pas réussir la première année, et encore moins obtenir son diplôme. Elle a donc décidé que Zag le ferait. Mariez-vous tôt, et ce mois-ci est le dernier mois où Zag est autorisé à rester dans cette école. À l'académie, tout le monde s'est rassemblé pour entendre l'annonce de la réouverture de la chasse aux sorcières qui avait été annulée. Au début, le taquero n'était pas très intéressé par ce festival, jusqu'à ce qu'il découvre que l'académie ajouterait une monnaie spéciale pour le festival. Ils peuvent aussi l'utiliser
l'utiliser pour l'échanger contre des points et ils peuvent aussi l'échanger contre de l'argent. Utorio ne veut pas qu'il traîne et conseille à chacun de se concentrer sur l'accomplissement de ses missions, mais le Takero n'écoute pas et commence à discuter de stratégie pour la fête. De cette façon, ils ont gagné beaucoup d'argent pour que le Takero puisse rembourser la dette que ses parents ont laissée derrière lui, après quoi Uzag est venu se joindre à la réunion de tout le monde. À ce moment-là apparaît un gars appelé Estida, il est le chef de l'équipe numéro 23 et il va droit au but en disant qu'il veut faire alliance avec l'équipe du Takero pendant le festival, comme son équipe est peu nombreuse. Ils veulent que les deux équipes se soutiennent. Avec un soutien supplémentaire, le Takero accepte immédiatement, mais Uzag semble insatisfait de quelque chose, montrant une humeur mal à l'aise à l'extérieur, tandis que Uzag était pensive, elle tombe accidentellement sur une connaissance, et il semble que si quelqu'un lui a fait quelque chose dans le passé, c'est pourquoi quand Uzag le regarde, elle a très peur et s'évanouit. À ce moment le chauffeur passe et voit la scène. Il s'approche immédiatement pour protéger Uzag, et l'homme se présente comme un de ses amis d'enfance. Il demande au Takero de prendre soin d'elle, car elle est une personne très importante pour lui. Cela dit, il part en ressemblant à un bon gars, mais en fait c'est un méchant, et Uzag, parce qu'elle a très peur, s'évanouit aussi. De l'autre côté de l'écran, l'auteur y rencontre enfin la présidente du conseil étudiant. Elle s'appelle Anagaro, et elle va droit au but en disant qu'elle a besoin de l'aide du médecin pour atteindre un certain objectif. La demande est très simple, elle souhaite que l'auteur élimine un appel de Méphisto, une sorcière qui peut manipuler l'esprit humain. Les gens propagent que cette sorcière n'est qu'une légende urbaine, mais la présidente du conseil étudiant révèle que ses compagnons ont été attaqués par elle. Tout le monde a été tué, voici Tuela et sa secrétaire. Le président mentionne aussi le nom du roi. Il n'est arrivé ici que depuis 20 mois, mais il est déjà devenu leader du comité exécutif et a fait beaucoup pour l'école, et cela aussi coïncide avec le mois où le groupe présidentiel a été complètement éliminé. Elle demande donc à l'auteur de garder un œil sur Kingman, qui est l'ami d'enfance d'Uzag. À l'infirmerie, tout le monde rend visite à Uzag, il commence à partir, à la laisser se reposer, alors que le chauffeur était sur le point de partir. Uzag le tenait inconsciemment. Finalement le chauffeur a décidé de rester avec elle, et tard dans la nuit, quand Uzag se réveille enfin, le Takero était là avec elle, après quoi il ramène Uzag chez lui, et sur le chemin du retour, le Takero pose des questions sur la relation entre Uzag et le roi, mais Uzag revient et évite la question, parce qu'elle ne veut pas répondre. Le Takero veut toujours savoir et espère que Uzag pourra lui dire pour qu'il puisse l'aider, alors Uzag dit qu'elle est sur le point de l'épouser, car si elle l'épouse, l'avenir de sa famille sera complètement perdu. Elle révèle également que c'est le dernier mois où elle pourra être avec tout le monde, puis elle essaie de s'enfuir, mais le Takero le remarque et l'invite chez lui. Chez lui Uzag commence son bain, et commence à croire que le chauffeur a une raison pour l'amener chez lui. Après avoir réfléchi un moment, elle arrive à la conclusion qu'elle va perdre sa virginité au profit du conducteur, et même si le conducteur ne veut pas le faire, elle a l'intention de l'attaquer et de le frapper au ventre pour qu'elle ne le fasse pas. Je ne suis pas obligée d'épouser Rema, c'est pourquoi elle se baigne très soigneusement, elle pense même à ne pas le faire, mais penser à eux deux en train de prendre le Takero la fait reconsidérer toute son idée. Maintenant elle va vraiment attaquer. Après ça, l'affaissement sort sans aucun vêtement couvrant son corps, puis s'approche de l'endroit où se trouve le Takero. Elle est prête à lui donner sa première fois, mais au moment où l'action allait commencer, tous les bâtons sont venus et j'ai été témoin de tout, même dit Karuga. À cause de cela, ils courent tous pour attaquer le Takero, en disant que quand il va faire ça, il doit le faire à tous en même temps. Mais le Takero sait qu'il n'a pas assez de puissance pour résister à autant de pression. Après cela, le Takero a raconté l'histoire de l'affaissement à tout le monde, puis il a tenu la réunion de base de l'affaissement afin qu'ils puissent discuter des stratégies pour débarrasser l'affaissement du mal. Après tout, la fille ne veut plus épouser le roi. En fin de compte, ils arrivent à la conclusion qu'ils doivent augmenter leurs résultats scolaires pour que sa famille puisse accepter qu'elle continue à étudier. Leur idée maintenant est de travailler dur pendant le festival, de gagner beaucoup d'argent et d'échanger des points. En réponse, sa gloire de joie, elle dit qu'elle gêne toujours la vie de tout le monde, mais tout le monde essaie quand même d'aider. Cependant, le Takero garantit l'affaissement, elle a toujours aidé à les protéger de loin, et sans l'affaissement, il ne serait peut-être pas arrivé aussi loin. Le lendemain, Ikaruga a présenté son plan de victoire garanti à l'équipe de support, qui dans ce cas, c'est du cosplay, et quand les filles apparaissent habillées, cela excite immédiatement la foule et la combativité. Après cela, tout le monde prend une photo de fête, et lorsque la séance de cosplay s'est terminée, l'auteur a commencé à patrouiller, puis elle a fini par remarquer une fille en train de dessiner quelque chose. Quand elle est allée demander à la fille, elle a dit que le roi Ma lui avait demandé de décorer le festival, et sentant que quelque chose n'allait vraiment pas, l'auteur a demandé à son arme de montrer toute l'académie d'en haut et a découvert qu'il s'agissait d'une sorte de formation magique pour contrôler l'esprit des gens, avec un éventail d'influence extrêmement large, dans la maison du Takero. Pendant qu'il sortait les poubelles, le roi Ma est venu provoquer le Takero, et a même révélé que l'affaissement avait tué son propre frère. Laissant un sou furieux et voulant s'occuper de lui, mais il n'a rien fait, il a contrôlé sa colère et a promis de ne pas confier l'affaissement à quelqu'un comme lui, après quoi il est retourné chercher l'affaissement, mais cette fois elle n'avait plus peur, car elle avait ses coéquipiers à ses côtés, mais il a de nouveau mentionné le fait qu'elle avait tué son frère, lui faisant perdre son sang-froid et s'évanouir. Après cela, il l'a emmené, peu de temps après que l'auteur ait réalisé que le roi Ma était en réalité Méphisto, alors elle et le secrétaire du président du conseil étudiant se sont préparés à le capturer. Dès qu'ils sont entrés, elle a vu Sag allongé sur le sol, et soudain le secrétaire a révélé sa véritable identité, elle avait été possédée par Méphisto, d'ailleurs elle avait eu affaire au président avant de venir ici. Lorsque l'auteur fut distrait, le roi Ma lui plaça une amulette sur le front, permettant à Méphisto de posséder
possédait l'auteur, et du côté du Takero il reçut un appel du président du conseil étudiant. En fait elle n'était pas morte, grâce à la preuve le gilet de balle qu'elle utilisait, elle l'a appelé pour l'informer que l'auteur était en danger et qu'elle avait besoin de l'aide de l'escouade inutile. Et le plan de Méphisto était de récupérer son corps qui était conservé à l'académie. Et pour aider à atteindre cet objectif, il utilise un artefact magique pour laver le cerveau de toute l'académie. Avec cette information le Takero a appelé Larvi pour suivre l'emplacement de l'auteur, mais elle n'a pu trouver l'emplacement de l'Usac que dans l'église. Il a ensuite demandé à Marie de briser la magie du lavage de cerveau et elle a accepté de le faire. Dans l'église, la Sag portait maintenant une robe de mariée. Elle se souvenait quand elle était jeune et jouait avec son frère. À ce moment-là son frère a sorti une arme pour lui montrer, mais elle a trouvé cela très dangereux et n'arrêtait pas de lui dire d'arrêter tenant une arme à feu. Et bien sûr, son frère ne l'a pas fait. Les deux ont commencé à se battre et cela a fini par amener son frère à tirer avec l'arme et à se faire tuer. Quand Sag était devant la tombe de son frère, le roi Ma est apparu et a demandé à Rhino ce que ça faisait de tuer quelqu'un, et en posant sa question, il a demandé ce que ça faisait de tuer son propre frère. À Sage, il a refusé de répondre, ce qui l'a mis en colère. Il l'a giflé. Excité par tout ce complot, il a déclaré qu'elle serait sa future épouse du futur. Quand Sag s'est réveillé, le roi Ma était juste devant lui, prêt à attaquer. Il a dit que ce serait leur nuit de noces, mais Sag a refusé, le rendant furieux au point qu'il l'a encore giflé. Sag incapable de faire quoi que ce soit, elle laissait le faire ce qu'il veut, et au moment où elle était pressée de tout perdre, elle regarda la photo qu'elle avait prise avec tout le monde. Ils ont tout promis de rester à ses côtés pour l'aider, et ne voulant pas les décevoir, lorsque Sag a réagi, elle a mordu Reima à l'épaule, puis l'a jeté au sol. Reima s'est transformée avec colère, essayant d'utiliser la force pour faire Sag lui abandonna son corps. C'est à ce moment-là que le Takero arriva, il donna un coup de pied au roi Ma contre le mur, et dit à Sag de sortir le premier et d'aider Ma et de sauver l'auteur. Quant au roi Maman, il donnerait une raclée à ce pervers, et SAG voulait que le Takero promette qu'après tout cela il l'épouserait, mais il a dit qu'il n'aime que sa sœur. Elle a demandé si elle pouvait être son amante, et le Takero a accepté et puis l'affaissement est finalement parti. Se battant contre ce type, le Takero n'a eu besoin que d'un seul mouvement pour l'achever, il a même fait semblant de l'attaquer davantage. Mais le gars effrayé s'est énervé partout de peur. Après cela, le chauffeur est sorti à la rencontre de tout le monde. À l'endroit de l'affaissement, Ikaruga lui a donné 2 balles spéciales pour tirer sur l'auteur. L'âme qui possédait l'auteur était immédiatement éliminée. Cependant, une balle a été utilisée pour expulser l'esprit et l'autre balle l'éliminerait définitivement, et maintenant l'affaissement devrait avoir une visée parfaite pour pouvoir tirer en visant des zones qui ne seraient pas mortelles. À l'endroit où se trouvait la jument, elle se concentrait pour briser le sort. L'auteur s'est rendu chez la jument en lui disant qu'elle s'inquiétait pour elle, mais la jument a dit que l'auteur ne s'inquiéterait jamais pour elle, réalisant qu'on avait découvert qu'elle était prête à tuer la jument. Mais à ce moment précis l'affaissement est arrivé, et alors qu'elle était sur le point de tirer sur l'auteur, la sorcière a mis une amulette qui a attiré les hommes vers l'affaissement et s'est enfuie. L'affaissement était sur le point de lui tirer dessus, mais l'amulette a fait effet, et les garçons se sont mis à courir vers l'affaissement comme s'ils étaient en chaleur. La sorcière s'est retournée à contre-courant, mais cette fois le Takero est arrivé à temps pour la sauver. Mais pour aggraver les choses, Améphisto a également pu utiliser le pouvoir de l'auteur, et avec un seul coup de feu du pistolet de l'auteur, Améphisto a réussi à détruire complètement l'armure du Takero. Même sans son armure, le Takero voulait toujours affronter Améphisto. À ce moment-là l'affaissement est arrivé, et la sorcière a essayé de tromper l'affaissement en disant qu'elle était un véritable auteur, et que le Takero était faux, laissant l'affaissement sans savoir sur qui tirer. Le Takero a alors donné une solution simple pour résoudre ce problème. Il a dit que l'affaissement pourrait tirer d'abord sur lui, puis sur l'agresseur, puisqu'aucun d'eux ne serait tué par un coup mortel. Il croyait complètement aux capacités de l'auteur, et après avoir entendu cela, Sagittaire a décidé de tirer sur l'auteur en premier. Lorsqu'elle a pointé son arme sur la femme, elle a essayé de s'enfuir, mais elle n'a pas pu parce que l'âme de l'auteur essayait de récupérer, a tiré le coup de feu, forçant Améphisto à partir, après quoi la sorcière a tenté de s'échapper, mais Sag lui a envoyé une autre balle dans la tête, la faisant disparaître complètement. La jument a également terminé la rupture de la formation Masca, et l'auteur n'a malheureusement pas été gravement blessé, donc tout s'est bien passé, les problèmes ont été résolus, les gars ont très bien joué, et ce n'est qu'après tant de problèmes qu'ils ont tous pu participer au festival ensemble. Cependant, après la fin du festival, plusieurs autres choses sinistres ont commencé à se produire, et tout a commencé avec le réalisateur appelant Ikaruga pour lui parler dans sa chambre. Le chef et meilleur chasseur de sorcières était présent, et le réalisateur a montré à Ikaruga une photo d'une cellule d'elfe noir, et selon l'explication du chef chasseur, les alchimistes voulaient transformer un elfe noir super puissant et utilisateur de magie en arme, et depuis Ikaruga travaillait comme alchimiste de génie. La réalisatrice lui a demandé si elle en savait quelque chose, mais Ikaruga s'en fiche et est parti en disant que Dieu est celui qui sait tout, et que tout ce qu'elle sait c'est qu'elle est sexy. Dès qu'elle est partie, elle est entrée en contact avec une certaine personne. Le jour de l'annonce des résultats, l'équipe incompétente était toujours en bas du classement. À ce rythme-là, elle ne passerait pas la première année, et tout le monde était des redoublants. Alors Ikaruga a dit qu'il pouvait pirater le système pour modifier les scores de toute l'équipe, mais tout le monde a refusé. Alors tout le monde s'est réuni pour discuter des moyens de gagner des points, puis Ikaruga et l'auteur ont recommencé à se disputer parce qu'ils n'étaient pas d'accord chacun avec l'approche l'autre, et en les voyant si bruyants comme ça, le plaqueur se souvint des jours paisibles où l'équipe était formée, où il n'y avait que lui et Ikaruga. À ce moment-là, Ikaruga a annoncé à tout le monde qu'elle prendrait quelques jours de congé de l'école à cause du travail
travail et est parti tôt. Le Taker se souvenait de la première fois qu'il avait rencontré Ikaruga, c'était lorsqu'il avait perdu contre elle dans un match. Après, le Ikaruga lui a demandé pourquoi il n'avait pas utilisé son épée contre elle, et il a répondu en disant qu'il n'avait tiré son épée que lorsque l'adversaire utilisait également un certain type d'arme. Ikaruga aimait beaucoup son caractère direct, et ils ont formé une équipe après cela. Quand Ikaruga a quitté tout le monde et ils ont senti qu'elle se comportait très étrangement, alors ils ont décidé de la suivre. Dans un quartier général, dans une ville en ruine, ce Lolo hanté est allé parler à une chercheuse qui ressemblait beaucoup à Ikaruga, sauf qu'elle est une version timide avec des cheveux différents. Ces blagues n'ont pas eu d'effet sur elle, et son nom est Isuka. Elle a rapporté son échec dans sa tentative de faire revivre l'elfe noir. Nous découvrons donc qu'Isuka a complètement trahi la fondation des alchimistes pour travailler avec Valhalla, car elle pensait que cet endroit aiderait à véritablement faire revivre la race des elfes. Tout à coup Isuka ressentit beaucoup de maux de tête et elle reçut une notification indiquant que quelqu'un avait volé les cellules d'un elfe noir, également connu sous le nom de Lost Matrix, et que le voleur était sa sœur. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'écran, le groupe du batelier observait l'Ikaruga quand celui-ci disparut soudainement. Lorsqu'ils allèrent vérifier où était passé l'Ikaruga, ils découvrirent un égout souterrain. Le batelier voulait y aller, mais Mario l'en empêcha, disant que cet endroit est comme un petit endroit et qu'il pourrait facilement se perdre sans carte. N'ayant pas d'autre option, le chauffeur a appelé Pencil et lui a demandé de localiser Ikaruga. Pendant ce temps, dans les égouts, Isuka avait appelé Ikaruga pour exiger le retour de la matrice perdue. En fait, tous les Ikaruga étaient des clones les uns des autres et avaient été créés avec le seul intérêt de faire revivre la race des elfes. Cependant, les Ikaruga étaient en avance sur les autres Ikaruga, parce qu'elle était partie faire des recherches secrètes sur le monde, au lieu de travailler aveuglément pour des sociétés comme Isuka. Mais maintenant Ikaruga avait donné une condition à Isuka: si elle voulait récupérer la matrice perdue, elle devait permettre à Ikaruga de retourner au centre de recherche pour surveiller le monde. Processus de renaissance des elfes, et en marchant dans les égouts, elle a accidentellement rencontré deux soldats de retour au Takero. Pencil était sûr d'avoir fourni au groupe l'emplacement correct de l'Ikaruga, mais ils ont découvert que l'endroit était une arnaque mafieuse, ce qui a provoqué l'attaque de tout le groupe. Alors qu'ils couraient, ils ont accidentellement trouvé l'Ikaruga en train d'être escorté. Le batelier l'a rapidement secouru, mais tout le monde a été séparé à cause d'une pluie de balles. Pendant que le conducteur courait avec l'Ikaruga, ils ont été accidentellement touchés par un projectile de canon. Le conducteur protégeait l'Ikaruga et a été grièvement blessé. Même après avoir été blessé, il voulait toujours sauver tout le monde, mais sa blessure saignait beaucoup, ce qui l'a amené à s'être évanoui. Ikaruga l'a ensuite rapidement emmené dans un endroit sûr et a rapidement contacté Isuka, lui faisant savoir qu'il était acceptable de la tuer. Mais si les mercenaires d'Isuka tuaient ses coéquipiers, elle détruirait Lost Matrix sans hésitation. Cette menace finit par laisser Isuka peur de voir ses rêves brisés par Ikaruga, et le directeur de leur école avait reçu des nouvelles de l'attaque. En plus de la société des alchimistes l'a également contacté, déclarant qu'une telle attaque n'était pas leur heure. Pour le prouver, ils étaient prêts à fournir gratuitement 15 échantillons de leur dernier robot de combat à l'académie, le tout afin que le directeur puisse détruire complètement le centre de recherche. Le directeur a accepté avec plaisir, puis a mobilisé tous les enquêteurs pour se préparer à une sorcière chassée au centre de recherche. Dans la saga, l'auteur Marie a été capturée et Isuka est venue parler aux trois. Elle a révélé qu'elle était surprise par le fait que sa sœur avait des amis, puis Isuka a raconté le passé d'Ikaruga, disant que les deux étaient des armes biologiques créées pour la recherche. Le processus de renaissance des elfes, dès leur plus jeune âge, tous deux travaillèrent dans la salle de recherche, et à mesure qu'ils grandissaient, Isuka continua à se concentrer sur ses recherches. Alors qu'Ikaruga découvrait de nouvelles choses dans le monde, comme la famille, l'amour et le sexe, elle réalisa peu à peu que cet endroit ne lui convenait plus, et pendant le processus de création de l'elfe, Ikaruga fut incapable de créer un bébé elfe doté de pouvoirs magiques. Et finalement, au lieu de détruire l'enfant raté, les Ikaruga ont décidé de le laisser vivre. Petit à petit, elle a développé de nouvelles émotions en élevant l'enfant, et c'est ainsi qu'Ikaruga a réalisé que cet endroit ne lui convenait plus. Une nuit, l'Ikaruga a volé la matrice perdue, mais l'enfant a été détruite comme un produit défectueux avant de pouvoir la récupérer, après quoi l'Ikaruga est allé à l'académie pour garder la matrice perdue loin des alchimistes. Maintenant, Ikaruga est chez le batelier, qui est un endroit très sûr pour qu'elle puisse soigner ses blessures. Là, elle a révélé plusieurs choses sur sa vie, et le batelier a demandé à Ikaruga si elle voulait vraiment retourner à cet endroit, mais elle l'a fait. Je n'ai rien révélé, alors il a dit que si elle avait besoin de son aide, il l'aiderait, et que si elle pensait à faire quelque chose de mal, il l'arrêterait. Ikaruga était heureux d'entendre ces mots et se sentit soulagé d'être avec le chauffeur. Soudain Ikaruga s'assit sur le chauffeur, et commença à se déshabiller devant lui en lui faisant des reproches. Il s'avère qu'elle veut expérimenter des sentiments humains, elle veut savoir ce que c'est que faire l'amour. Alors quand ils étaient sur le point d'agir, l'Ikaruga est arrivé pour l'emmener. Alors, sans avoir le temps de sucer l'âme du Takero, l'Ikaruga l'a embrassé pour lui dire au revoir et lui a injecté quelque chose qui l'empêchait de bouger, après quoi l'Ikaruga a rencontré l'Ikaruga et, selon l'accord, elle a relâché les autres amis. Après avoir été libérée, SAG voulait retourner à la recherche et sauver Ikaruga, car elle savait qu'Ikaruga avait fait quelque chose pour les aider à s'échapper. SAG ne se souciait pas du passé d'Ikaruga, elle savait juste que son ami était en danger et voulait l'aider. Tout le monde est d'accord pour revenir sauver Ikaruga, mais à ce moment un convoi de robots passe vers le centre de recherche, et peu après la petite limousine du réalisateur apparaît. Il a prévenu que la guerre approchait et a dit à tout le monde de rentrer, mais après avoir écouté les explications de l'auteur, le
réalisateur a décidé de fournir des armes à tout le monde et a dit à l'auteur qu'elle devait utiliser tout son potentiel. Pistolet meurtrier. À un autre endroit, l'effet de la drogue s'est dissipé et le conducteur s'est préparé à partir, mais avant cela, il a supplié Laps de l'aider à retrouver ses coéquipiers. Laps a accepté et lui a donné son armure de combat et l'a également complètement guéri de ses blessures. Et selon Laps, l'Ikaruga était en plein centre de cette tour d'Edala. Sans trop réfléchir, le batelier a couru pour combattre l'ennemi et comme il était très haut au sommet de la tour, Laps a utilisé sa puissance pour pousser la poignée vers le haut. Du côté du réalisateur, il entrait hardiment par la porte principale et lorsque 3 robots ont tenté de l'attaquer, le réalisateur a tiré une balle qui les a amenés à se détruire. De retour au Takero, il éliminait activement les robots et l'auteur est arrivé à soutenir-le pour qu'ils puissent sauver l'Ikaruga ensemble. Tout le monde était en position et l'équipe des Outsiders a commencé la mission de sauvetage. Au sommet de la tour, Ikuka en voulait à Ikaruga pour s'être enfui avec la matrice perdue car Ikuka avait été réinitialisée et contrôlée comme une marionnette. Ikuka a également perdu la capacité d'exprimer ses émotions mais elle s'est échappée de cet endroit horrible et a rejoint Valhalla. Ikuka voulait maintenant qu'Ikaruga lui remette immédiatement la matrice perdue mais tout d'abord, Ikaruga lui a expliqué les raisons de son retour en premier lieu qui était d'empêcher la résurrection de Zeu. Et deuxièmement, elle voulait sortir Ikuka de là. Il s'avère qu'il y a 4 ans, elle a profondément regretté de ne pas avoir pris Ikuka lorsqu'elle s'est enfuie mais maintenant Ikuka est venu à Ikaruga en tant qu'ennemi donc pour lui faire abandonner la matrice perdue, Ikuka l'a pris sur la jambe d'Ikaruga mais il s'avère qu'Ikuka a vu la matrice perdue implantée en elle-même. À partir de là, elle s'est transformée en elfe noir, étant capable d'utiliser même les pouvoirs insensés d'un elfe. Son plan était maintenant de détruire complètement cet endroit et d'enlever l'Ikuka et au moment où l'Ikaruga était coincé en touchant l'Ikuka, le foutu Omanté est arrivé pour aider. Du côté du Takero, il était à court de magie tandis que les auteurs refusaient d'utiliser leur paire d'armes. Sag manquait également d'immunité et de retour à Ikaruga. Au lieu de l'attaquer, l'Omanté a poignardé Ikuka dans l'estomac, ce qui a rendu Ikaruga furieux et l'a attaqué. Elle a ensuite fait exploser une zone entière et a ensuite perdu son pouvoir et quand elle a pris Ikuka sur ses genoux, malheureusement sa sœur n'a pas pu survivre et l'Omanté, qui était encore en vie, a immédiatement appelé une sorte de dragon robotique pour attaquer Ikaruga, la faisant tomber. Plus heureusement, le Takero est arrivé à temps et a sauvé la seule fille qui a presque enlevé sa virginité, après quoi le Takero a demandé au crayon d'analyser son ennemi et selon elle, les chances qu'il batte ce dragon sont pratiquement nulles mais l'Ikaruga a critiqué Crayon disant qu'elle est très inutile. Après tout, ce n'est pas un dragon normal, cette merde n'est qu'un dragon mécanique, donc ils ont juste besoin de viser son noyau. Pendant qu'ils discutaient de cela, le dragon commença à détruire les environs et suivant les instructions d'Ikaruga, Usag arriva au poste d'armes du centre de recherche et l'arme qu'elle allait utiliser ne pouvait tirer qu'une seule fois et avait besoin de 5 minutes pour se recharger. Le Takro essayait d'attirer le dragon vers lui. Les premiers titres d'Usag n'ont malheureusement pas touché la cible, mais la cible n'a pas non plus arrêté de bouger et elle était aussi nerveuse, mais grâce au soutien de tous, elle a réussi à se calmer et à se remettre, c'est vrai. Cependant, le dragon n'était pas encore mort, Usag avait seulement détruit son boîtier extérieur et le dragon a jeté le cloueur contre un mur et quand il s'est retrouvé coincé en train de mordre le cloueur, le porteur et a couru pour le protéger, a été grièvement blessé, puis le cloueur a utilisé toutes ses forces pour poignarder le noyau du dragon, mais à ce moment-là, le crayon a annoncé qu'il n'avait plus de magie et que son armure de combat était en train de disparaître. Au moment de plus grand désespoir, Mar a tiré une énorme quantité de magie sur l'épée du dragon, il a immédiatement activé une contre-attaque complète et a dirigé l'énergie de la contre-attaque contre le dragon, le coupant en deux. Maintenant la bataille était terminée et après une période de récupération pendant laquelle tout le monde a continué sa mission et les Ikaruga ont trouvé une mission pour attraper un contrebandier. Ils ont prévu d'effectuer cette mission de nuit, mais Ikaruga a déclaré que l'auteur n'était pas apte à cette mission et se sentant insulté, l'auteur a insisté pour y participer malgré le fait qu'il utilisait des lunettes Ikaruga. Cette mission, ce jour-là tout le monde s'est infiltré dans un bar pour trouver la cible et là ils ont dû servir des clients dont des hommes âgés et sans savoir comment servir correctement, l'auteur a causé des problèmes lorsqu'un client a essayé de la toucher. Heureusement, le chauffeur est apparu pour pouvoir gérer la situation et après un certain temps de service, l'auteur a remarqué un article suspect sur un client. Dès qu'elle en a eu l'occasion, l'auteur a pris l'article et l'a détruit et il a été à ce moment-là, elle a découvert qu'elle avait détruit la console du type et le vrai contrebandier, en voyant Louise agir, a commencé à s'enfuir. À la fin, ils ont quand même réussi à l'attraper, après quoi l'équipe a ramené l'objet pour qu'Ikaruga l'examine et l'objet n'était qu'un anneau de rang F qui rapporterait à chacun un maximum de 5 points. Puis Ikaruga a soupçonné que l'objet, la fonction de cette bague était attirée par l'être aimé et elle allait forcément l'essayer pour savoir si elle fonctionnait vraiment. Mais Sag l'a pris parce qu'elle voulait aussi l'essayer, Marie le voulait aussi et pendant qu'il prêchait pour cela, la bague est tombée accidentellement dans la main du Takro. C'est à ce moment-là que l'espace autour est devenu rose et les filles ont commencé à se rassembler pour attraper le sac. Enchanté par le pouvoir de l'anneau, même le crayon a été affecté et tout le monde voulait le sac pour soi. Et la situation n'a pris fin que lorsqu'Ikaruga a vomi sur le sac car l'anneau n'était pas là, destiné à amener l'être cher mais à l'enivrer. Quelques jours plus tard, l'équipe est partie pour une autre mission. Cette fois-ci, ils étaient censés enquêter sur pourquoi l'été ne se terminait pas à la plage. Quand ils sont arrivés au lieu de tout le monde, ils portaient des maillots de bain pour profiter de la plage. Les filles en portaient des plus grands, mais le Takero n'avait que des cours de crayon. En
en utilisant une classe d'école. Je ne dirais même pas si le Takero doit avoir lieu en frère, je suppose. Ils jouent tous ensemble. Mais ensuite Ikaruga n'a pas pu supporter la chaleur et s'est endormi. Après cela, pendant qu'il mangeait le Takero, il a soudainement ressenti une grande envie de chier et a couru aux toilettes. Pencil a voulu le suivre mais a été arrêté. Sinon ma vidéo a une limite d'âge. À ce moment-là l'auteur a remarqué de nombreux blessés et Pencil a analysé qu'ils auraient pu être attaqués par un monstre qui pourrait faire durer l'été pour toujours. Quand Sag a enquêté en mer, mais l'auteur ne savait pas nager, donc Ikaruga était paresseux et le Takero chiait comme un fou dans la salle de bain avec seulement 3 personnes. Il a conçu un bon plan pour enquêter qui était d'utiliser Sag et Amar avec la musique du monstre. Après un moment, le monstre est apparu et a commencé à les tirer vers le bas. Un crayon a essayé de les tirer vers le haut, mais la ligne de pêche n'a pas pu supporter le poids et s'est cassée. Quand ils étaient sur le point de se noyer, le batelier a fini sa merde et avec le crayon il a plongé pour les sauver et même s'il ne savait pas nager, heureusement, son armure de combat fonctionnait aussi comme un sous-marin, alors il a transformé son épée sur une canne à pêche et j'ai attrapé le monstre pour enfin sauver tout le monde. Cette mission a donc été accomplie avec succès. Épisode de plage bien voyagé. Nous arrivons maintenant à la saga finale de cet anime où le Takero va rendre visite à sa sœur cadette qui je sais qu'elle était dans une salle de détention ultra secrète. Oui, elle avait été emprisonnée pour une raison quelconque. Lorsque les frères se sont revus, le Takero a parlé de ses expériences avec ses coéquipiers, laissant sa sœur heureuse pour lui mais un peu jalouse. Une fois le temps écoulé, le Takero a dit qu'il voulait que sa sœur vive une vie normale, peu importe ce qui se passait ou combien de temps cela prenait, il a promis de trouver un moyen de la sortir de là. Après cela nous voyons autre chose se produire et le Takero n'est pas présent pour voir ça. En gros le réalisateur essaie de contrôler Kiseki car le pouvoir de la fille est très dangereux. Il s'avère que lorsque Kiseki libère le pouvoir de son corps, tout ce qu'elle touche devient une partie d'elle et cette corrosion se répétera encore et encore sans s'arrêter et finira par dévorer la planète entière s'ils ne font rien. Le réalisateur, pour pouvoir sauver l'humanité, finit par être obligé de tuer Kiseki à plusieurs reprises mais elle ressuscite toujours. À ce moment précis, un autre avertissement apparaît. Kiseki a littéralement perdu le contrôle à nouveau, il libère son pouvoir et maintenant le chef des chasseurs de sorcières doit affronter personnellement Kiseki pendant que le groupe du Takero effectuait une autre mission quotidienne. Cette fois leur cible est un sorcier et il se déguise en distributeur de tracts pour l'approcher et quand le Sayu lui proposa son tract il ne le fit pas mais quand Marie le lui proposa un homme accepta. Rapidement, prouvant que les filles au corps lisse sont aussi importantes pour la société. Cependant, ils se sont vite rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ces livreurs de tracts et ont décidé de tous les attaquer et les balles qu'il a tirées se sont soudainement transformées en arbres monstrueux. Tout le monde est resté sur place pour affronter les ennemis tandis que le chauffeur de taxi poursuivait le sorcier. Il a poursuivi le sorcier dans une ruelle et le gars est mort et Kiseki est soudainement apparu. Elle avait déjà complètement détruit le sorcier et a dit qu'elle était venue ici pour trouver le Tokero. Il a été surpris par le fait que sa sœur s'est échappée et l'a trouvée, alors la fille a évanoui le Josostan et maintenant tous les amis du Takero l'ont rattrapé et le conducteur a instinctivement pointé son arme sur eux dans le but de protéger sa sœur. Il a averti que personne ne devait s'approcher de la fille car il mourrait s'il la touchait mais l'auteur a persuadé le conducteur de se calmer et a dit qu'il pouvait vous aider. Ensuite, l'équipe a emmené Kiseki dans un endroit sûr et du côté du réalisateur, le chef des chasseurs de sorcières était mécontent car il ne pouvait pas la donner à Kiseki, simplement la légende est vivante et le réalisateur a dit qu'il devait capturer le fille immédiatement avant que la ville entière ne soit détruite. Lorsque le plaqueur Kiseki s'est finalement réveillé mais elle avait toujours très peur de tout et elle a fini par s'accrocher au plaqueur lorsque l'auteur a essayé de lui parler. Quand l'auteur a vu cela, elle a emmené le Takero dehors pour parler et le Takero a dit que sa sœur est une mage de rang SSS ultra puissante et qu'ils ne peuvent pas la laisser dehors car elle est très dangereuse. La seule option qu'ils ont a été de la ramener dans un institut de recherche, alors ils ont tous accepté de l'escorter jusqu'à une zone de quarantaine. Après avoir accepté le plan, ils ont commencé à le mettre en pratique, alors les filles sont allées parler un peu à Kiseki. Après avoir discuté un peu, elles ont laissé les frères passer un moment seuls et la fille était vraiment heureuse de voir que les coéquipiers du Takero sont de si bonnes personnes, alors elle a fait une demande à son frère qui était qu'il la tue. Après tout Kiseki regrettait les morts qu'elle avait causées et elle voulait que son frère mette fin à cette souffrance de ses propres mains et littéralement le plaqueur est le seul à pouvoir la tuer. Après tout, les pouvoirs de Kiseki n'entrent en action que pour réaliser ses dangers, donc comme elle veut mourir aux mains du plaqueur, il est le seul à pouvoir la tuer, mais bien sûr, il ne peut pas se résoudre à blesser sa propre petite sœur. Il déclare que même si le monde veut sa mort, il veut personnellement qu'elle vive comme une famille. Donc s'il doit tuer sa sœur de ses propres mains, il devrait mourir avec elle quand ce moment viendra, mais maintenant ce n'est pas le moment, et c'est pourquoi le Takero a promis de protéger Kiseki jusqu'à la fin. Alors les frères ont continué leur voyage. Avant de retourner à l'académie, Kiseki voulait essayer cette chose appelée la grande roue, et quand ils arrivèrent, un vieil homme de Kiseki apparut. Il était devenu fou après avoir été témoin de la mort de ses coéquipiers à la conférence, alors il est allé au combat sans même réfléchir. Ils ont tous deux enfilé leur armure de combat pour se battre, et le garçon furieux a commencé à viser Kiseki, mais avant, comme il n'y avait pas victime, le chef des chasseurs de sorcières a semblé interrompre la bataille. Il a dit qu'il était venu emmener Kiseki, et avant qu'elle ne parte, le chauffeur s'est excusé auprès de Kiseki de ne pas avoir pu lui montrer à quoi ressemble le monde extérieur, et Kiseki a dit que tout allait bien, qu'il espérait que le chauffeur tiendrait sa promesse. Après avoir dit qu'elle s'était évanouie, le directeur est venu informer
transformer l'académie. Des alchimistes ont exprimé un fort désir de coopérer face à Kiseki, grâce à cela ils nourrissent des attentes de restriction du pouvoir de la jeune fille. Cependant, en échange, Kiseki devrait être transféré dans une nouvelle installation et le chauffeur ne serait pas informé de sa position. Pour empêcher Kiseki de perdre le contrôle et d'aller le chercher à nouveau, il a dit que tout était dans l'intérêt du deux frères, puis ils sont partis. Alors qu'ils étaient transportés à Kiseki, ils ont été soudainement attaqués. Ceux qui les ont attaqués étaient des gens du Valhalla qui voulaient capturer Kiseki. Donc dans le passé, le batelier, quand il était petit, a trouvé une fille dans un entrepôt et quand il a interrogé son père sur elle, il a découvert qu'elle était sa sœur. Alors son père lui révéla que les filles de son clan naissaient avec le vaisseau des démons. Depuis des générations, ils avaient un pacte pour tuer les filles immédiatement après leur naissance. Cependant, le pouvoir démoniaque a grandi avec le temps et maintenant Kiseki était devenu un démon complètement immortel. Peu importe ce qui était fait, la fille ne pouvait pas mourir jusqu'au jour où Kiseki s'est échappé et a massacré de nombreuses personnes. Le père du Takero ne pouvait pas non plus s'échapper. Le massacre, et dans son dernier moment, il a donné deux options au Takero: tuer sa sœur de ses propres mains ou la protéger. Face à Kiseki, il a décidé de la protéger. Après cela, lorsque le Takero s'est réveillé, il était coincé avec l'auteur. Elle a également voulu l'aider à porter la moitié de son fardeau car il l'avait beaucoup aidé, elle et les autres. Mais plus tard, le président a utilisé ses contacts pour les faire sortir tous les deux de prison. Elle rapporta également que Kiseki avait été attaqué par Valhalla. En entendant cela, le batelier partit immédiatement à la recherche de sa sœur. Dehors, Sag et les autres attendaient encore une fois pour aider le batelier à sauver sa sœur. À côté du capitaine, quand il eut éliminé le dernier ennemi, une personne du Valhalla apparut et ce type en particulier était l'un des dirigeants du Valhalla. Le capitaine des chasseurs de sorcières a dit à l'ami du batelier de sortir le premier et d'écouter Kiseki. Alors qu'il allait affronter cette personne dans la voiture, l'ami de Takex, qui n'est même pas un ami, a voulu tuer Kiseki immédiatement parce qu'il détestait les sorcières du fond du cœur et quand il était coincé à faire ça, le Takex est arrivé juste à temps et les deux ont continué la bataille avec leur épée. Il a tiré continuellement sur le Takero qui a escaladé les bâtiments pour esquiver puis a lancé une attaque qui a coupé l'arme de son ennemi en centaines de morceaux. Mais il a quand même pu attaquer. C'est à ce moment-là que l'auteur est arrivé sans aucune option de combat. L'ennemi a décidé de battre en retraite, promettant que le batelier regretterait de ne pas l'avoir tué maintenant. Cela dit, il a sauté du pont, après quoi le batelier a essayé de sauver Kiseki. Quand il a emmené la fille, il pouvait ressentir toutes les souffrances qu'elle avait endurées et le réalisateur a juste tout regardé de loin, croyant que le pouvoir de Kiseki comblait ce que la fille voulait. Et il a dit qu'il ne pouvait pas la tuer directement. Alors quand le conducteur a ressenti les sentiments de la fille, il avait confiance que le conducteur la tuerait, exaucant les souhaits de la fille. À ce moment-là, la fille hantée est réapparue et il a transpercé le ventre du conducteur avec une grande affection et lorsqu'il a vu le conducteur se blesser sous ses yeux, Kiseki a inconsciemment libéré tout son pouvoir. Les choses qu'elle crée ont commencé à se répandre dans toute la ville causant de sérieux dégâts et le directeur de l'académie d'alchimie est venu rencontrer le directeur et lui a demandé si ce gâchis faisait partie de l'équipe. Les deux ont parlé pendant un moment puis ont fait un pari, pariant si le conducteur tuerait sa sœur ou non. Et l'homme hanté voulait maintenant utiliser le Takero comme appât pour réveiller toute la puissance de Kiseki, mais Utori l'attaqua immédiatement. Mais Utori n'était pas de taille face à l'homme hanté, elle commença à perdre la bataille et quand tout fut vraiment perdu, le Kiseki le pouvoir augmenta à ce moment précis et sans autre choix, Utori dut conclure un pacte avec ses armes. Une fois que tout fut terminé, Utori a également réussi à porter une armure. L'animation à ce moment-là n'était que la PS2, la personne étonnée en voyant cela était excitée de lui faire face et les deux se sont battus de toute leur force et à la première occasion, le Utori l'a frappé contre un mur, a pris le bateau et s'est enfui avec les autres, puis ils ont dû arrêter Kiseki. Et puis Karuga a cru que pour contenir la fille, il devait continuellement tuer son pouvoir qui s'échappait jusqu'à ce que Kiseki se calme. À cause de son corps immortel, sa chair parlante dégoûtante continuait à prendre vie et à s'étendre et cela pourrait se terminer bientôt ou cela pourrait continuer à fuir jusqu'à la fin du monde. Pour aggraver les choses, Kiseki était impossible puisque la fille ne voulait pas être tuée par quelqu'un d'autre, donc la seule personne capable de la tuer était le Takero parce que la fille voulait mourir par les mains de ton frère. Soudain leur voiture s'est renversée et la viande se rapprochait de plus en plus d'eux et ils n'avaient d'autre choix que de s'occuper de cette viande le plus possible. Ils comptaient se battre et tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Quant au plaqueur, Lapis était soignant ses blessures et quand il s'est réveillé, il a su qu'il devait tuer sa sœur. Tout le monde ne voulait pas que le Takero porte plus de fardeau, disant que maintenant c'est à lui de porter une partie de son fardeau, donc tout le monde coopère ensemble et l'auteur utilise sa dernière quantité d'énergie pour se transformer en courant pour se battre. C'est l'avant après son réveil, il se reproche de ne pas avoir pris la bonne décision quand il était jeune et il regrette maintenant que pendant cette période où Kiseki vivait, elle souffrait. À ce moment-là Lapis apparaît et elle l'informe qu'il y a encore une chance, elle lui donnera tout son pouvoir pour qu'il puisse réaliser son ambition. Et en retour le chauffeur doit tout donner à Lapis, alors elle demande encore une fois au chauffeur s'il est prêt à abandonner sa part humaine pour réaliser son désir et il lui dit allez, tu vois qu'il est le protagoniste et il a gagné, je ne mourrai pas même s'il fait ça, s'il meurt, son anime serait bon. Cela dit, le conducteur se souvient des souvenirs qu'il avait avec tout le monde et après avoir accepté, Lapis l'embrasse et une annonce retentit disant que l'âme du conducteur a été capturée, qu'il a échappé à moitié à Mikla de l'anneau de la tanière et que son mode chasseur de dieu a été activé. Étant le moment de chasser les sorcières, l'auteur est à l'extérieur se bat avec plusieurs types de monstres différents mais elle
n'a d'énergie que pendant 5 minutes. Comme les nombres ennemis continuent d'augmenter encore plus, malheureusement Marie et les autres ne peuvent plus se retenir, mais à ce moment-là le conducteur sort de la voiture, il utilise une attaque de balayage pour éliminer les monstres, et maintenant il est bien visible que sa bataille l'armure a été améliorée. Et plein de RVB, RVB est égal à la puissance, il dit alors à tout le monde de se reposer et de lui laisser le reste. Après avoir quitté, le conducteur a pris la douloureuse décision de tuer sa sœur, alors il est parti vers le séchage, mais l'homme hanté attendait le Takero là-bas, et les deux ont commencé à se battre, et l'homme hanté est très excité à l'idée de voir les deux frères s'entretuer et ainsi de suite, mais malheureusement il ne peut pas laisser le Takero tuer la fille à mort, parce que la fille a encore une valeur à explorer par Valhalla et par lui. Mais en fait le Takero dit qu'il ne veut pas du tout tuer le sec. Quand il était jeune il regrettait de ne pas avoir pu tuer le sec, et ce regret est ce qui l'a aidé à vivre jusqu'à maintenant, mais maintenant, après en traversant ça avec ses coéquipiers, le Takero se fiche de savoir à quel point il le regrette. Il va continuer à vivre avec son ambition, qui est de rembourser ses dettes et sauver sa sœur de cette horrible situation, puis l'homme hanté l'attaque directement au visage, faisant briser son casque. Le pouvoir du fantôme est aussi petit à petit perdant le contrôle, parvenant à impliquer tout son corps et n'ayant plus beaucoup de temps, le Takero utilise tout son pouvoir pour éliminer la personne hantée. Puis il court droit vers ce pain de viande pour trouver le sec, et à l'intérieur la fille sombre dans son propre désespoir, mais une main la tire en arrière, la main appartient au Takero, et ils s'embrassent tous les deux joyeusement. Lui non, il veut que la fille souffre encore, alors il dit qu'il va essayer de trouver un moyen de la sauver. De cette façon, la bataille se termine, et le gars ne tue pas sa propre sœur, et pendant que cela se produisait, le réalisateur rencontrait le chef des ennemis, mais il ne veut pas se battre, et l'ennemi prévient en fait le réalisateur, disant que s'il n'utilise pas le Takero, l'histoire finira par se répéter et une nouvelle guerre se produira, mais le réalisateur répond joyeusement en disant que la guerre a déjà commencé dans cette mer, donc il ne se soucie de rien plus, parce que le feu de la guerre brûlera à nouveau l'âme de chacun. Après tout cela, le groupe des perdants se réunit, et même si le problème de Kiseki n'est pas résolu, le Takero peut désormais compter sur ses amis pour trouver une solution possible. Qui est le plus susceptible de l'aider? De toute évidence, Ikaruga a préparé une délicieuse friandise, au moins maintenant, le fardeau incombera à tous, pas seulement au Takero.